Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission petit où des joueurs se réunissent autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à un one-shot Stabat Mater avec le créateur du jeu, Cédac. Oui. Je me suis rattrapé, c'est bon. Ce soir... Oui. Oui, je suis en forme, oui, parce que j'ai envie de jouer, j'ai plus envie d'aller passer de place. Donc voilà, on va pouvoir faire cet épisode 2. Avant cela, petit tour de table pour savoir ce que vous allez... tu connais toute l'histoire. Mais pour les joueurs, qu'est-ce que vous avez imaginé pour cet épisode 2 ? Peut-être en un mot, en une phrase. Courez, pauvre fou ! Épuisant. Comprendre. Stress. Je pense qu'on va stresser. Je pense que ça va être problématique à la fois pour nous et pour cette magnifique capitale. Jouissance ultime pour moi. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on a déjà dépassé les 9000 abonnés, ça c'est impressionnant, ça nous fait énormément plaisir. Merci. Et si vous voulez nous aider à voir toujours, parce que vous voyez qu'on a des magnifiques micros, ben ça c'est grâce au Tipeee. Donc si vous avez envie d'être tipeuse ou tipeur, eh bien vous pouvez aller sur notre Tipeee en lien sous la vidéo. N'hésitez pas, même 1 € nous aide. Voilà, et bien maintenant on va pouvoir se lancer tout de suite sur l'épisode 2 après le générique. On vous laisse avec le générique et on reprend juste après. La joueuse et les joueurs se retrouvent à un mariage princier dans la capitale de Boréalis, qui se nomme Boré, lorsque la chapelle qui héberge l'échange des anneaux sigillaires entre les mariés explose de l'intérieur, projetant des bris de glace et vitraux sur des dizaines de mètres. Et cette espèce de pluie de cristal acéré s'apprête à bientôt retomber jusqu'aux pieds des spectateurs, 5000 spectateurs massés devant les grilles qui attendaient la sortie des mariés. Les 4 joueurs ont eu le temps de repérer une personne très suspecte à l'extrémité de la place. Rappelons que leur mission est d'être en capacité d'exfiltrer la mariée en cas de problème. Est-ce que ce qui est en train de se passer qualifie la scène de problème prompte à déclencher le plan de sécurité? Nous allons le savoir tout de suite. Eh bien, on fonce vers les grilles. Les gardes sont en train de se relever, mais beaucoup trop tard pour pouvoir vous rattraper. Lorsque d'un pas preste et véloce, vous êtes en train de franchir les marches et lorsque vous pouvez de couper à travers les buissons. Il y a une cohorte d'hommes en armes qui est déjà en train de partir depuis l'entrée principale du palais princier et qui va rejoindre la chapelle par l'endroit où vous avez vu la procession se dérouler. Vous avez la possibilité d'arriver beaucoup plus rapidement devant l'entrée. Et alors que vous êtes en train d'escalader le chemin, vous savez que derrière vous, les 3 gardes qui s'étaient retrouvés sont en train également de franchir les différentes étapes et sont sur vos pas. Vous les entendez qui vous invectivent. Eux, ils ne comprennent strictement rien à ce qui s'est passé. Ils vous ont vu partir directement. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez strictement rien à faire ici.
Le moment où les autres gardes vont arriver et déboucher sur l'autre accès qui va venir rejoindre le vôtre, vous estimez que vous allez peut-être avoir 5 à 10 secondes d'avance maximum sur eux. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, moi, je relève ma capuche pour essayer de me protéger des débris, au cas où, s'il y en a encore qui retombent. Non, ça a été très 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 brutal au final. Si tu veux, le temps s'est légèrement dilaté, le temps que vous puissiez avoir conscience de ce qui se passe, mais la recontraction immédiate de celui-ci fait que ça a été soufflé, boum, le bruit est arrivé juste après, et puis ensuite tout est tombé. L'impression que vous alliez être touché par les projections n'était qu'une impression, évidemment il y a trop de distance. Et la gravité faisant son boulot, non, ça retombe un petit peu plus loin. En revanche, vous voyez des flammes s'échapper de l'intérieur de la chapelle, et maintenant, la clameur venant de plus bas vous atteint vos oreilles, et vous entendez les hurlements suraigus de terreur des gens qui sont plus bas. La cohorte là, qui arrive donc, du palais princier est constituée d'à peu près... On arrive à estimer le nombre de personnes? Non, tu vois une masse, au moins une dizaine de personnes, peut-être beaucoup plus, pas moins. Moi, ça ne me freine pas, je continue à courir vers les portes. Est-ce que les portes sont ouvertes? Non. Bon, j'ai pas eu le temps d'analyser la situation, donc je me rue toujours vers ces portes, essayant de pénétrer le plus vite possible. Exactement. Et vous êtes sur ces talons? Ok. Qui a moins de 3 encore? Moi. Vous nécessitez de l'aide pour pouvoir tenir son niveau. Il suffit simplement d'en prendre un par la main pour pouvoir... Oui, c'est ce que je dis. Moi, j'essaye de... Voilà, pas de temps à perdre. Enfin, je vous invective réellement. On y va et voilà, quitte à le choper par l'épaule et le traîner avec C'est moi. plus ça qui va fonctionner en fait. Il est beaucoup plus court sur pattes que toi et un tout petit peu plus adipeux. Donc je le fais accélérer, tout simplement. Je lui dis, fais attention à ton appui à gauche. On continue, il faut absolument qu'on la retrouve. Et puis, en fait, je la motive vraiment pour qu'on aille le plus rapide. Vous entendez quand même les invectives des gardes qui sont en dessous de vous. Alors eux, le désavantage qu'ils ont sur vous, c'est qu'ils sont en armure complète. Donc c'est quand même très très lourd à porter. Mais à côté de ça, sont quand même des militaires entraînés. Donc tu sais que c'est une histoire de secondes avant qu'ils vous rejoignent un petit peu plus loin. Et alors que vous arrivez sur le niveau plat, on va dire, qui arrive jusque à la basilique, la chapelle, vous la voyez en face de vous, donc elle est absolument majestueuse, comme si elle avait été taillée dans de la glace, mais en fait c'est une espèce de pierre blanche endémique des régions des îles Léventines qui reflète la lumière d'une manière un peu moirée, un peu bleutée, donc un peu comme une banquise. La porte s'ouvre, s'entrouvre au moment où vous arrivez, et il y a une silhouette titubante qui en sort, tête la première, longue chevelure noire, striée de blanc. Qu'on considère être Isabelle, du coup. Elle a la robe complètement roussie, à moitié arrachée, les taffetas qu'il y avait sur les côtés, sur les épaules, la longue traîne, tout a été arraché. Et quand je dis roussie, c'est vraiment que cette robe qui était blanche, un peu bleutée également, a des marques de brûlure carbonisées sur elle. Sa chevelure semble approximativement intacte, mais alors que vous vous rapprochez, vous voyez qu'elle a commencé un peu à friser. Hein. Et elle a le visage complètement noirci, elle semble en état de choc. Et elle a du sang sur les mains jusqu'au coude, mais pas de sang sur le visage. Elle titube complètement et elle semble perdue, totalement perdue. Et vous avez à peu près 3 secondes pour me dire ce que vous dites avant que les autres vous tombent dessus. Moi, je la couvre directement avec un... Je dois avoir un manteau sur moi, mais je la couvre en fait pour la protéger, au niveau du feu, quoi. Et moi, je me retourne pour... Elle ne vous a jamais vu, elle ne sait pas qui vous êtes. Hein. Voilà. Juste moi, au moment où on arrive, lorsqu'il fait ceci, je me retourne pour mettre face aux gardes qui pourraient... Très bien, compris. Moi, je me rapproche d'elle, mais je l'arrête mi-parcours, le temps qu'eux arrivent, et donc les gardes, et je dis « Sœur, ma chère sœur, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Mais vraiment en hurlant, pour qu'ils puissent m'entendre. Ok, d'accord. Moi, je vais m'agenouiller et tenter de la porter, en fait. Qui êtes-vous? Et vous entendez du bruit derrière. Vous entendez distinctement des bruits d'armes qui ferraillent. Derrière. Dans la basilique. Okay. Ouais. Je vais lui parler avec le plus de douceur possible parce que je pense que je suis la plus à même de le faire. Mademoiselle de Morveau, nous sommes là pour vous protéger. Suivez-nous. Et elle vous suit. Très bien. Elle vous suit. Les hommes arrivent. Ceux qui étaient juste derrière vous arrivent avant la grosse cohorte de gardes armés. Les 2 premiers sont là, l'arme au clair. Alors, l'arme en question, c'est 1,20 m d'acier. Je les regarde, je vais protéger ma sœur, ok? Protégez-la. Vous voyez bien ce qui se passe à l'intérieur? Et ils regardent effectivement la Morveau. Ils vous regardent vous. Et mettez-la à l'abri.
Ok. Celui qui était le plus en arrière de ces trois-là se retourne, regarde les autres, leur fait un signe de main un peu tarabiscoté, il semble comprendre, les autres vous passent devant, rentrent à l'intérieur de la chapelle. La Morveau, elle met la main sur ton épaule, elle serre fort. Quelle couleur tes vêtements? Rouge. Bonne chose, donc ça se verra pas. Et il faut pas rester là. Et elle titube, elle a vraiment du mal. Je lui demande si elle m'autorise à la soulever pour la porter. Elle te répond absolument pas, mais tu vois qu'elle commence à... Ok, donc je la saisis et je la prends dans mes bras pour commencer à avancer. Ok, elle pèse comme une plume. Extrêmement légère. Ça te marque. Oui, ça me surprend. C'est surprenant, ouais. Ok. C'est surprenant, elle doit avoir peut-être la peau sur les os en réalité. Ok. Et on essaye de repartir, mais est-ce que d'où on est, est-ce qu'on du coup on a une meilleure vue sur le port et là où on devrait partir Ça nécessite un temps d'observation. C'est ça, justement. Est-ce que tu prends ce temps d'observation sans savoir ce qu'il y a derrière toi? Bah, j'ai besoin de réaliser par où partir et je pense pas que la porte qu'on avait prise soit la meilleure. Donc je prends ce temps. Les gens sont en train de ficher le camp de la place, donc c'est dégagé. Mais après, il y a tout le lacis de rue et de venelle qu'il y a qui va permettre de partir vers les faubourgs, vers les endroits les plus pauvres, que vous connaissez évidemment par cœur pour être natif, enfin, pour habiter dans le coin, ou revenir régulièrement. Et l'autre option, elle est de partir du côté du palais, et là, de devoir vous retrouver à chaque fois devant des personnes de garde qui vous demandent qu'est-ce que vous faites avec la promise du prince. Première option. Je pense qu'on prend nos options à nous. La femme tombe dans les pommes. Ok. Donc elle pend dans tes bras comme ça, un bras dramatiquement posé sur le côté, avec encore du sang. Il goutte pas parce que c'est pas du volume pareil, mais elle a la main rouge qui tend comme ça. Est-ce qu'avant de partir, je peux voir si j'ai la sensation que c'est son sang qui coulerait de plaie ou est-ce que c'est du sang qui a été projeté sur elle? Il faudrait que tu prennes vraiment un temps d'observation pour observer. Et c'est méticuleux, justement, qui fait que je... Tu te rends compte, grâce à ton côté méticuleux, que ça te prendrait au moins 2 minutes. Moi, je hurle, on dégage. Et ben, on part en courant. Je réagis comme un marin. Tu te poses la question, il y a de plus grands risques qu'il y ait des brûlures graves quelque part plutôt qu'une plaie. Ok. Et ben, je suis mon capitaine en réflexe de marin et je pars. Je suis le premier, je descends. Je suis. Qui s'occupe de faire avancer les 2 traînards derrière? Moi, en fait... Alors, il faut je vais avancer moins vite étant chargé peut-être. Donc, je pense que ça va peut-être compenser aussi. Je prends soin quand même de... C'est pas un bagage. Oui. C'est ça. Moi, je vais suivre justement le capitaine pour... Enfin, je connais aussi bien la ville et j'ai mes petits réseaux aussi pour pouvoir prendre des rues détournées, quoi. Vous réussissez à descendre en fait le long de cette colline-là. Vous vous écorchez quand même pas mal sur les arbustes, les différents buissons. Vos vêtements en fait vont porter les stigmates de ce que vous venez de vivre là maintenant, ce qui veut dire que ce sera un petit peu difficile par la suite de paraître rafraîchi par rapport à d'autres personnes, hein, je vous le dis tout de suite. Vous entendez vraiment, alors que vous êtes en train de partir, des bruits de combat acharnés à l'intérieur de la chapelle. Et alors que vous êtes en train de repartir, vous voyez effectivement que les grilles à l'entrée sont restées ouvertes et qu'il n'y a pas un seul badaud qui a voulu rentrer à l'intérieur. Tout simplement parce que rentrer à l'intérieur du palais princier quand il n'est pas invité, c'est puni de mort. Hein, donc, Moi, je retire mon manteau avec ma capuche, je le balance à qui la porte. Tu la portes? Je te le balance, je dis couvre-la. En fait, je le fais comme le capitaine qui demande à quelqu'un, je demande en fait, et puis j'attends de voir qui le réagit, mais je me retourne aussitôt, sans le faire moi-même. les bruits semblent cesser, mais c'est difficile parce que vous avez encore le sang qui bat énormément aux oreilles, vous avez encore le vent qui n'a jamais cessé de souffler depuis ce matin, qui distord les sons, qui les rend proches ou lointains, qui les amplifie ou bien les atténue. Et en tout cas, vous avez surtout le bruit de vos pas sur les pavés, alors que vous laissez derrière vous les grilles de cette colline et que vous commencez à pénétrer à l'intérieur du lacis de Venelle qui va vous emmener jusqu'au port, là où se trouve son bateau, qui est le point d'extraction qui vous avait été donné. Est-ce qu'on se rend compte, du coup, connaissant les lieux, est-ce que c'est loin ou pas? C'est loin. Du coup, je m'arrête et je me demande, connais-tu un abri? Oui, bah, j'imagine que je connais le quartier. Alors, dans le coin, tu as Walou, tu vois, à côté du palais princier. Non, tu n'as rien du tout. Tu as les maisons nobles qui sont ici, tu as les gens les plus riches qui sont là, tu as les dévots, les plus grands fonctionnaires. En revanche, non, je veux dire que tu es loin, c'est relatif, c'est-à-dire que tu es à 2 km
à pied. C'est-à-dire que sur un pas de charge tel que tu peux le faire, tu as déjà porté des pactas beaucoup plus lourds, surtout qu'elle est légère. Prends le temps de la couvrir. Elias, trouve-nous un chemin pour qu'on puisse aller le plus rapidement. On va aller par les quartiers que je connais, j'ai des contacts et on trouvera bien un endroit pour s'abriter. Non. On va au navire. Et moi qui viens quand même du domaine de la bourgeoisie, est-ce que je pourrais connaître quelqu'un qui pourrait nous dépanner un carrosse ou quelque chose, tu vois, pour nous... Alors le problème, c'est que dans les rues, là, tu as deux types d'activités. Tu as les gens qui fuient et les gens qui ferment leurs volets tout de suite. En fait, imagine que tu as un événement qui est attendu par toutes les personnes qui vont pouvoir se vanter jusqu'à leur mort que de leur vivant, ils ont assisté à quelque chose, et que ce quelque chose devient le truc où on va chercher des coupables et on va passer tout le monde à la question. Et ça te donne un petit peu l'état de l'idée de la panique qui porte en fait le lieu. Sachant que cette panique, elle fonctionne comme des vagues concentriques, croissantes, et qu'elle va toucher le port. Donc quelque part, tu peux aussi voir la chose en disant, c'est une course contre la montre pour arriver au port avant que ce soit plus possible de foutre un pied devant l'autre. Et là, on a quand même... Faut qu'on profite de la vague. On a le corps ensanglanté d'une personne qui vient de survivre à un attentat dans les bras de gens qu'on ne connaît pas. Donc faut qu'on file. Des petites volées de marche d'1 mètre de large entre des maisons qui ont été construites pratiquement les unes sur les autres, dans l'ombre, avec la crasse qui s'élève du sol jusqu'au plafond, vous abritent, en prenant les chemins détournés que tu connais si bien, ceux qui dans l'ombre ne sont jamais éclairés, pour atteindre le port au bout d'une course harassante pour tout le monde, sauf toi, qui est particulièrement aguerri à la chose. Même toi qui dois regarder partout autour de toi pour t'assurer que ton équipé, est sain et sauve et ne se met pas dans des pas dangereux, ça te prélève quand même beaucoup d'efforts, de manière à pouvoir atteindre le port avec les moyens que vous vous êtes donnés. Ça va vous demander 2 points d'énergie pour y parvenir avant que le tumulte ne rejoigne les jetés. Tous. Okay. Et lorsque vous arrivez sur le port, vous voyez que celui-ci, en fait, donc il y a de nombreux ports sur Boré, mais celui sur auquel est amarré le grand navire de Madame de Morveau, c'est un bateau qui semble noir et qui semble... C'est étrange parce que toi tu le reconnais tout de suite. Ça ressemble à un briseur de blocus. Un bateau long, effilé, avec de nombreuses rames et de grandes voiles, capable d'être très rapide, très maniable et capable de défoncer un bateau en 2. C'est plus un navire de guerre ultra spécialisé qu'autre chose, mais il est là, La moitié est là, l'autre moitié est en proie aux flammes. La deuxième moitié, elle qui a déjà été incendiée, est en train de sombrer corps et âme dans la baie. Il y a une quantité incroyable de gens qui piaillent et qui s'éparpillent comme de la voltaille sur les bords du quai. Il y a des bousculades qui amènent des ballots sur des chariots à tomber dans la baie également. Un homme qui essaye de s'accrocher ou de se détacher de ce dernier qui sombre avec. Vous voyez des éclats métalliques au loin, de lames qui sont tirées et de coups qui sont portés sur des gens qui essayent de se protéger avec les mains. Vous voyez la garde qui tient effectivement ces armes-là, qui essaye de comprendre ce qui se passe. Mais le bateau de la Morveau a été incendié et est en train de sombrer en 2 parties. Et dans notre ordre de mission, on sait la destination? Ou on devait juste la ramener à bord du navire? Non, parce qu'elle a un équipage. Ok. Elle a un équipage, vous deviez juste la mettre dans le navire, vous assurer qu'elle était en sécurité et foutre le camp le plus vite possible. Mais l'équipage lui-même Ouais. sait quoi faire et sait la destination si on devait le ramener. Tu ne sais pas, ça te paraît tout à fait cohérent, oui. Le problème, c'est que là, l'équipage, il est équipé avec l'incendie du bateau et toi, je veux dire, ils sont... Et voilà, il est même en train de couler. Est-ce que nous, capitaine, est-ce que vous avez un En revanche, bateau? tu sais que pour qu'un bateau prenne feu comme ça, C'est un attentat? c'est quasiment impossible en fait. Il faut qu'il y ait un accélérateur, il faut qu'il y ait une volonté manifeste, il faut des départs de feu à plein d'endroits différents, et il faut une puissance de consommables qui est immense. D'ailleurs, quand tu te poses la question, comment on a réussi à faire une explosion pareille dans la basilique? La quantité d'huile qu'il aurait fallu pour ça, c'est impossible de ne pas l'avoir vue. Pareil pour le bateau, il aurait fallu que la cargaison soit faite d'huile pour qu'il soit fendu en 2. Je les regarde. Le briseur, là, c'était le navire.
Vous entendez le hennissement de chevaux et puis le meuglement des bœufs qui normalement font du fret en fait, entre différents entrepôts plus loin, entre le bureau des douanes, entre le port, et qui bougent complètement. Les bœufs qui sont mis en travers, la chariote déversée sur le côté, les gens qui l'escaladent pour essayer de fuir et de partir, et des hurlements de douleur qui viennent au loin, ou de terreur, enfin peu importe, ça fait peur à tout le monde en tout cas. Je me redresse malgré la charge que je porte et je clame vraiment, il nous faut un abri maintenant. Mon bateau. Péter de Ruinart est mort! Péter de Ruinart est mort! Tout le monde est d'accord? C'est le plus proche, de toute évidence. Faut qu'on se planque, faut qu'on la planque, qu'on voit dans quel état elle est, et on réfléchira après. Ouais. Lorsque vous commencez à quitter le port pour rejoindre l'anse différentes, là vous constatez en fait que la rumeur a atteint finalement toutes les strates de la ville, et si jamais la ville était un animal, ce serait aujourd'hui un poulet sans tête, qui court partout et qui laisse des plumes dans tous les coins. C'est-à-dire que c'était un jour de fête où la plupart des marchands avaient sorti leur étal et mettaient leurs camelotes en vente. Là maintenant, vous avez des fruits et des légumes qui jonchent les rues, qui sont écrasés et piétinés de partout. Vous avez des meubles qui sont à même le sol, des vitres qui ont été crevées de l'intérieur, des hommes qui se battent, vous ne savez même pas pourquoi des hommes se mettent des coups de poing à ce moment-là, et vous les dépassez. Ça devient vite une espèce de myriade colorée qui défile devant vos yeux pendant que vous avancez, haletant, en marchant sur les pavés à grandes enjambées pour éviter de vous tordre la cheville, tout en portant cette femme qui ne reprend pas connaissance. De temps en temps, des gens vous croisent, des hommes en armes de la garde, ou bien typiquement boréaliens, parfois des géants de Talmas de 2 mètres qui vous croisent comme cela, et qui observent effectivement cette femme-là, vous regardent de manière suspicieuse, et vous leur avez déjà mis 6 mètres dans la vue, en avançant, et même s'il y en a un qui essaie de se retourner, il se retrouve emporté par le flux contraire de la marée qui, lui, l'emmène Dieu sait où. Et alors que vous avancez ainsi, en essayant de ne pas cogner pour toi, surtout le corps que tu protèges, alors vous, en revanche, vous en prenez plein la courge, hein. Vous apprenez des ecchymoses dans les bras, dans les épaules, dans les cuisses. Vous finissez par rejoindre l'accès à la anse dans laquelle est amarré ton navire. Alors, on va l'appeler un navire parce qu'il flotte, mais c'est vraiment un bateau qui est destiné à ne pas attirer l'attention sur lui, et il réussit extrêmement bien à cela. D'ailleurs, la quantité de cordage qu'il y a dessus, qui sert plus de camouflage qu'autre chose, te permet toi de l'identifier immédiatement. Alors que vous avancez sur les ponts, les jetées, qui sont elles-mêmes mouvantes sur la mer, posées sur des pilotis, mais avec des anneaux dessus pour pouvoir monter et descendre au gré des marées dans des grincements de bois qui n'arrêtent pas de gonfler et de se dégonfler, vous avancez en faisant très attention, bon, sauf pour toi évidemment avec le pied marin et les personnes qui ont eu une expérience de marin dans leur vie, comme Elias, vous avancez dessus et vous réussissez à atteindre ce bateau. Lorsque tu ouvres la cabine de celui-ci, toujours la même odeur d'alcool, et la banquette sur laquelle vous pouvez poser Isabelle de Morveau. Isabelle de Morveau a un signe distinctif que vous repérez tout de suite. Elle porte à son doigt, à son annulaire gauche, le sceau sigillaire de la famille de Morveau. L'échange des anneaux n'a pas eu lieu. Je vais essayer de la soigner. En tout cas, ramène-moi une bassine, quelque chose avec de l'eau, que je puisse nettoyer ses plaies. Ok. Je vais chercher... 10 secondes après, il revient effectivement avec. Elias, tu fais quoi? Je reste, enfin pas à l'extérieur, mais près de la porte à regarder dehors en fait. Il doit bien avoir des entrebâillements comme ça pour. Oui, c'est pas difficile. Pour le moment, il y a strictement personne qui arrive. Tu fais quoi? Moi, depuis tout ça, je reprends mes esprits juste sur un point, c'est je reviens à cet homme barbu. Et ce qui m'a marqué, c'est ce que tu disais, c'était sa couleur de peau qui n'est pas boréale. Et du coup, j'essaye de voir si dans mes souvenirs de marin, j'arrive à resituer une origine ethnique, géographique, pour me dire d'où sort ce mec. Sud-est de l'Empire, les montagnes des Brasiers. Et est-ce que je sais... C'est une grande région volcanique sur laquelle il y a toutes les forges de l'Empire. Oui. Okay. Et d'un point de vue juste de ce que je peux connaître de la géopolitique, est-ce que voilà, on est sur des ennemis de la famille Tout le monde n'est pas clair de peau à Boréalis. Il y a des métissages, et puis il y a 2-3 anomalies qui remontent à très longtemps, où les gens de Talmas, avec leur gigantisme, avaient parfois la peau un peu bleutée, ce qui donne des métissages parfois assez amusants, tu vois, des enfants qui sont très grands alors qu'ils ne sont pas de Talmas, ou bien la stature vraiment voûtée et imposante des gens de Frostholm, comme toi. Oui.
Mais tu as beaucoup de commerçants et de marchands qui viennent également à Boré. Lorsqu'ils sont des officiels de l'Empire, ils ont leurs propres canaux d'entrée qui sont extrêmement surveillés parce que, voilà, on ne mélange pas tout et puis qu'il faut leur racketter la tête bien comme il faut. Mais tu as également des personnes qui viennent des terres de l'Est qui, elles, ont pratiquement un blanc-seing pour entrer, venir et ressortir. Et dans ces villes-là, tu as aussi beaucoup de gens qui, auparavant, venaient d'autres endroits, qui ont fait des communautés, des enclaves et qui ont entretenu des gènes dominants, on va dire, sur ces communautés-là. Donc, c'est pas anodin, c'est assez singulier, mais ce n'est pas exceptionnel. C'est vrai, dans un port, c'est pas exceptionnel et ça... Non. Ok. En revanche, le fait qu'il t'ait regardé toi directement, Ça, voilà, c'est... je sais pas, j'ai t'as l'impression... l'impression en fait qu'il t'avait spot avant que tu le spottes. Ok. Comme s'il avait été lui-même en observation avant. Un problème, Forst? Je suis pas sûr qu'on soit en sécurité. Je sais pas si... C'est un euphémisme. Le bateau tangue, comme si... vous entendez d'ailleurs les grincements du dock qui se font plus forts avec des bruits de pas dessus. Et toi qui regardais, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui vont vers les navires. Des civils. Beaucoup de gens qui foutent le camp, ouais. Et tu repères une deuxième chose au loin, sorti un petit peu des brumes au large du port, c'est qu'il y a les frégates de Boré qui viennent fermer les routes. Bon, on aura un blocus des frégates de l'Empire. Enfin, des frégates de Borealis. Bah, si effectivement Peter de Ruinart, qui est l'héritier d'une des maisons marchandes phares, voilà, est effectivement décédé, et si Isabelle de Morveau est également décédée dans un attentat, l'Empire peut demander réparation à Boré. Les implications diverses, variées qu'il y a de cette prise de conscience-là vous étourdissent, parce que ça peut être quelque chose de potentiellement absolument dramatique. Et à ce moment-là, Isabelle ouvre les yeux. Des grands yeux clairs, à la pupille gris pâle, qui passent d'un visage à un autre. Puis elle se relève d'un coup sec. Qui êtes-vous? Isabelle, on a été envoyé pour vous protéger, Madame de Morveau. si vous le dites. Elle a les mains trempées, elle voit que tu étais là autour d'elle. Enfin, elle est protégée. Nous vous avons extrait de la chapelle, mais que s'est-il passé? Qui êtes-vous? Simplement ce qu'on vient de vous dire. Qui êtes-vous? Qui vous embauche? Nous ne sommes pas censés vous donner ce genre d'informations. Société des explorateurs. Nous ne sommes pas censés vous donner ce genre d'informations. Et si on devait l'être? Alors cela signifierait que vous êtes à ma solde et que vous devez absolument m'aider à retrouver immédiatement l'anneau de mon fiancé. Pardonnez-moi, mademoiselle, mais cela risque d'être compliqué. Deuxième chose extraordinairement importante, et là elle se relève d'un seul coup. Comme presque... Tu sais, elle se tient droite au milieu de vous, vous regarde comme ça, elle vous jauge et vous juge avec un regard qui semble voir ce qu'il y a derrière votre crâne. Elle vous regarde droit dans les yeux, elle vous estime, ça fera l'affaire. Il doit y avoir quelques survivants, là-haut. Il faut vite y retourner et vous assurer qu'ils soient tous morts. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir de témoins de ce qui s'est passé. C'est vous? Non, il faut absolument que je récupère cet anneau. Est-ce que c'est vous? Non. Pourquoi l'anneau est si important pour vous? Oh, la réponse est évidente. Hein. C'est parce que ça lui permet d'avoir... elle vient de réchapper à un attentat, et que ça lui permet en fait d'avoir les droits de transmission sur une famille noble. Mais par contre, on se pose nous la question, c'est est-ce qu'elle peut pas être la commanditaire de l'attentat? Et est-ce qu'on n'était juste pas là pour la sortir et créer une espèce d'alibi? Enfin, moi, c'est le doute qui me tarabisque depuis tout à l'heure. C'est à quel moment j'ai été un pion. Alors effectivement, elle me dit qu'elle est ma commanditaire et qu'on devrait être à sa solde, mais j'avoue que voilà, je suis entre deux. Là, j'ai vraiment l'esprit qui vrille par rapport à, je dirais, au spadassin que je suis qui obéit à l'ordre, et à quel moment je me dis, je suis un putain de pion. Et je me sens pas bien, clairement. Donc je sais pas quoi lui répondre, donc moi je me retourne plus toujours à faire, on va dire, ma hiérarchie, je le prends comme ça. Capitaine, que faisons-nous? Vous êtes en train de me dire que vous avez payé pour qu'on vous protège. Non. Nous, notre but... Non. J'ai payé pour que les personnes présentes dans la chapelle me protègent.
J'ai payé ensuite Van Arvan pour avoir un plan de sécurité, si jamais il y avait quoi que ce soit, qui n'irait pas. Mon mariage a froissé des plumes de nombreuses familles ici et au-delà. Et j'avais juste prévu des contingences. Et je détesterais finir cette journée en leur donnant raison. Donc aujourd'hui, tu vas la voir, elle ferme les yeux comme si elle essaye de se remémorer quelque chose. Ils doivent être pratiquement tous morts ou mourants à l'intérieur de la chapelle. Il me faut cet anneau. Que s'est-il passé dans la chapelle? Une explosion. Et puis des janissaires. Des hommes, des femmes, des sœurs qui ont sorti des armes, des arbalètes, et qui ont tiré et essayé de tuer tout le monde. Je vous disais que c'était louche. Je me suis abrité derrière le corps de mon promis. Je suis brûlé, ça me fait mal dans le dos. Je m'exécute pour apaiser en mettant un linge. Elle a vraiment une sale brûlure. C'est laid, c'est très moche. Ça a des couleurs que ça devrait pas avoir, tu vois. Je trouverai un moyen de ramener un onguent pour vous soigner. Dites-moi, c'est grave ou pas? Disons que vous aurez certaines douleurs à vie, je pense. C'est très moche. Alors on n'a pas de temps à perdre. Non. Ma vie est en danger tant que je suis ici. Mon bateau, pourquoi je suis pas dans mon bateau? Il brûle. Il coule. Bien sûr, bien sûr. Y a-t-il d'autres personnes sur le port qui vous attendent? Non. Qui est le capitaine ici? Moi. L'adrénaline doit redescendre d'un demi-cran, la douleur remonte le niveau, et là, d'un coup, elle est là. Et alors qu'elle s'était relevée droite et tout est bien, avec beaucoup de prestance et de majesté, elle commence à se voûter comme un vieux cep de vigne. Et vous voyez des petites ridules apparaître comme ça sur le bord de ses yeux. Je l'accompagne pour l'allonger, mais sur le ventre, de sorte à ce que ce soit passé. Ouais. Moi, tu vois que c'est... Elle essaie de se mettre sur le côté au départ, dans une espèce de coquetterie étrange, et puis à un moment donné, elle abdique et tu la fous sur le ventre. Ouais. Je fais vaguement attention, mais je me tourne vers Forst en disant concrètement, est-ce que tu penses, ayant tes capacités de spadassin, que on peut revenir là-bas avec les gardes armés, en armure, et les affronter? Les affronter, non. Clairement. Ils nous dépasseront totalement, et en nombre et en compétences. On peut peut-être retourner, sauf que certains d'entre eux, s'ils sont vivants, nous ont vus et ne nous auront pas oubliés. Il y a de fortes chances. Donc si on y retourne, il faut se changer, il faut se préparer, parce que je ne retournerai pas là-bas les mains nues, d'une façon ou d'une autre. Par contre, il faut faire ça vite. Elias, t'as des contacts? Si on prend le temps de passer dans une de mes planques, je pense qu'on peut avoir le matériel nécessaire. La température semble descendre vraiment fortement d'un seul coup. Vous pensez y arriver à 2? Vous avez besoin d'être 3? Là, les rues Je ne vont remets être pas en surveillées. cause une question de nom, je parle d'une question de compétence. Va falloir du bagou. C'est pas mon fort. C'est son fort. J'ai besoin que vous me disiez assez rapidement ce qui se passe. La situation va se dégrader très rapidement, vous avez très peu de temps devant vous. Eh ben, il faut qu'on y retourne. On a besoin d'être équipé différemment, d'une façon ou d'une autre, de façon à ne pas être identifié tout de suite. Je suis désolé madame, mais ce ne sera pas avec une jolie robe. Et on a besoin de savoir exactement ce qu'on cherche. Elle est là, elle retire son anneau. Et elle te regarde pas pour le coup, puisque elle a une personne. Il faut lui passer au doigt cet abruti. Ok. Moi, je le connais pas. Il ressemble à quoi? Il aura certainement des habits de mariée. Brûlés, certes, mais... Il aura son anneau. Petit, gras. Ok, je prends l'anneau, je te regarde. du coup. Je te reprends l'anneau. Ok. Moi, j'ai besoin d'un équipement, d'une nouvelle tenue, d'une arme. Donc chacun, t'as un onguent à ramener, apparemment, ou à faire ramener. C'est ce que j'allais proposer. J'ai des gens. Le moins de monde possible. Oubliez l'onguent, faites vite. Il me faut l'anneau. Je suis d'accord, mais... est-ce que- Je survivrai. Elle va serrer les dents, et puis c'est bon. On se rejoint à la chapelle.
La ville est faite comment au niveau des quartiers par rapport à elle, sa planque, la mienne qu'est-ce qui est sur la route en fait? Alors sur la route, pas énormément de choses parce que vous êtes sur les ports et que ceux qui habitent sur les ports, c'est plutôt les rats et puis les marins et les tavernes et les faubourgs malfamés. Elle habite plutôt sur les mi-hauteurs, là où il commence à y avoir des propriétés qui sont un petit peu plus sympas. Il y a des lieux d'habitation qui sont davantage avec des échoppes, des quartiers marchands. Vous avez également beaucoup de choses qui sont liées à la spiritualité, etc. Mais la plus grosse partie de Boré, c'est comme la partie commerçante marchande, liée aux docks, aux entrepôts, à toute la logistique qui permet d'avoir les courtiers qui vérifient les marchandises par rapport aux grandes halles où tout se négocie. Et dans ces coins-là, tu as les courtiers notamment qui ont leurs affaires, leurs bureaux. Et en fait, tout coïncide, est un petit peu mitoyen à ces endroits-là. C'est juste qu'au-dessus, sur la colline principale de cette immense île de Boré, tu vas avoir effectivement le château Puissier, parce que de très loin, on voit les voiles qui claquent au vent, qui montrent quelle est la famille dominante pendant cette période-là. Du coup, je vais m'équiper. Je vous propose qu'on se retrouve devant la chapelle. Avant que tu partes, il y a Isabelle de Morveau qui se redresse sur un bras dans un cri arraché, vraiment un cri de douleur un peu aigu, et qui vous regarde, qui vous rejuge encore à nouveau, comme en transperçant à nouveau par son regard. Et si jamais vous vous acquittez de cette mission avec succès, vous trouverez chez moi une grande amie bienveillante qui n'a jamais se souviendra de la dette qu'elle a envers vous. Pour quelque entreprise vous décidez, partez vite. Je pars en lui disant dommage qu'il y ait eu ainsi. Et je pars. Et la suite au prochain épisode. Voilà. Bon, on va dire que l'épisode 3, ça va être le grand final de la fin de notre team ou le succès. Une nouvelle amie. Ça sent le roussi en tout cas. La mort. Ça sent la C'est bruine. clair. Aussi. Ça sent le roussi. En tout cas, c'était top. Tour de la table, Timo. Moi, je vais dire... Qu'est-ce que je pourrais dire? Tiens, je sais. Je vais dire succès. Je trouvais que c'était plutôt un succès, cet épisode. Moi, je trouvais ça sympa quand même. Je trouvais qu'on avait réussi quand même pas mal de choses. Hein. Et toi? Eh ben, disons que mon personnage resterait bien là à la soigner. La joueuse se dit on a réussi, la mission elle est finie là. On l'a sortie, non? C'est pas ça le but. Mais du coup, à faire ce petit truc en plus, tu fais je me disais que ça allait pas finir comme ça. C'est chouette. Stressant. Ah ouais? Ouais, tout ce qui se passe autour, quand ça se bousculer et tout, c'est vraiment, c'est côté stressant. Ouais. Ouais, je sais pas, je suis entre deux. Je suis d'accord, on a fait ce pourquoi on nous a demandé. Là, la deuxième mission, c'est pas le bonus, quoi. Ça va être le plus dur. Et on aurait pu certainement faire autrement. Et c'est juste ce que je me redis. Same player and a new. Here come a new challenger. Non, on peut pas faire ça. Je remets une pièce et on recommence. Non, c'est écrit. On en est rendu là. On assume. Absolument. Et toi alors? Est-ce que t'as bien aimé cet épisode 2? Je dois honnêtement admettre que je me régale complètement. Alors pour plein de raisons. La première, c'est que... Parce qu'il se vautre. Pas tant. Parce que vous jouez parfaitement bien, parce que vous êtes complètement dans le rythme, parce que vos émotions sont communicatives, parce que vous êtes vraiment dans des personnages que vous jouez parfaitement bien vis-à-vis de ça et que vous allez explorer, je pense, dans le dernier épisode, vraiment la profondeur des émotions. Et parce que vous ne savez pas ce que vos choix vont vous réserver. Et effectivement, il y avait plein de choix distincts, différents. Mais dans une situation aussi difficile et aussi stressante, vous n'avez pas 36 millions non plus de très très bonnes options. C'est plutôt quel est le moins mauvais choix. Et c'est vraiment... C'est du jeu de rôle, hein. On a plein de choix possibles. Donc, Ouais, mais toi, il y a vraiment ce côté... on a un chemin, il y a plein de possibilités, mais j'ai vraiment l'impression d'aller tout droit et de louper des trucs où, avec le recul, là, juste les 2 minutes de recul, tu te dis Oui. Eh merde. Oui. et ouais. Parce qu'on a un Et timing. puis on le vit, c'est juste qu'on le vit, on le pense pas, on le vit et c'est top. Ah ouais, on a un timing dans le jeu, parce qu'effectivement, tu nous rappelles que... Oui, non, ça, on le vit. Ouais, non, très bien. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de Stabat Mater, des personnages,
de Sénac et sa verbe. En tout cas, on vous fait plein de gros bisous. On vous dit à dans 2 semaines et puis on se retrouve pour le dernier épisode. Oui. Salut. Au revoir.